Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. L'AS Monaco Basket qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Monégasques ont dominé l'Asvel mardi soir, 92-82. Résumé et réaction à suivre dans quelques instants. Toujours plus d'actions sur le plan local tout en continuant de jouer un rôle de partenaire international. La Croix-Rouge monégasque a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour présenter son bilan annuel, mais aussi évoquer l'avenir. Son secrétaire général Frédéric Platini sera notre invité ce soir. Journée portes ouvertes au lycée Régnier 3, l'opportunité de découvrir la diversité des formations enseignées dans l'établissement. Et puis cela n'a échappé à personne, nous sommes aujourd'hui le 14 février, jour de la fête des amoureux. Nous avons voulu ce soir en savoir plus sur ces applications de rencontres. Ont-elles modifié nos rapports avec les relations amoureuses? Que traduisent-elles de nos comportements et peuvent-elles être néfastes? Mathieu Auriol, psychologue, répondra à ces questions dans ce JT. Débutons ce journal par la belle performance de la Roca Team hier soir en Coupe de France. Monaco, tenant du titre, a dominé l'Asvel 92-82 en huitième de finale à Gaston Médecin. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Alexia Vial. L'aventure continue pour la Roca Team en Coupe de France. Une semaine après avoir dominé l'Asvel, Monaco, tenant du titre, a remis ça mardi soir à Gaston Médecin. À l'occasion des huitièmes de finale, la 9e victoire consécutive face aux Rodaniens. Donatas Motiejounas et Mike James, 16 points chacun, règlent la mire d'entrée. Monaco mène déjà 10-0 après 2 minutes 30. L'Asvel réagit grâce à une série de tirs à 3 points et recolle à 18 partout, avant que Dante Hall n'enflamme la salle avec un premier gros poster dunk sur Ndiaye. Dans le deuxième quart-temps, Charles Cahudi fait mal avec ses drives et Villeurbanne passe devant. Mais Motiejounas ne rate rien, 100% au tir à la mi-temps et plus de Monaco, 45-43. Dans le troisième quart-temps, Dante Hall, la machine à highlights, se signale encore avec cette finition incroyable sur un service d'Okobo. L'Asvel résiste et navigue à 2 ou 3 possessions à l'entame du dernier quart-temps. Peter Corneli enchaîne les actions positives, 92-82 score final. Monaco valide son ticket pour le top 8 à Trélazé le 16 mars. On a fait une bonne entrée dans la compétition. C'était un match pas facile, avec une équipe de l'Asvel qui forcément était très motivée pour gagner ce match-là. On a fait le boulot, on a été sérieux et on a réussi à l'emporter. Ce 10-0 d'entrée, il vous fait du bien, il vous met sur les bons rails? Il fait beaucoup de bien parce que contre une équipe comme l'Asvel, c'est important de marquer son territoire d'entrée de jeu. C'est une équipe très physique et si on les laisse imposer leur combativité, le match peut être très, très compliqué par la suite. Donc non, on a vraiment bien fait d'entamer le match comme ça. C'est toujours compliqué de prendre un écart contre Monaco. On sait que si on arrive à rester dans le match, on a une chance de gagner. Mais voilà, aujourd'hui, on a essayé de respecter ce qu'on voulait mettre en place. Et au final, ça reste une équipe qui a beaucoup de qualité. Et direction Saint-Chamond pour Monégasque et Villeurbanne, les deux équipes tenteront de décrocher leur premier titre de la saison avec la Leaders Cup. Et Monaco débutera cette Leaders Cup par un quart de finale face au Mans ce vendredi à 18h30. Dans le reste de l'actualité, en bref, la commission d'attribution des logements domaniaux s'est réunie hier au ministère d'État. Elle a permis d'attribuer 254 logements au sein notamment de l'immeuble Ida Carmela. Le gouvernement princier précise dans un communiqué que cette nouvelle commission est la suite de la concrétisation des efforts entrepris par le gouvernement à l'initiative du prince souverain pour le logement des Monégasques, avec des taux de satisfaction toujours élevés, hors liste d'attente. L'INSEE a initié fin 2022 une enquête de conjoncture dans le secteur de l'industrie manufacturière dans le but de créer un baromètre en principauté qui illustre mensuellement les climats des affaires de ce secteur. Il vient de dévoiler ses résultats et indique que le climat des affaires se redresse en décembre 2023 dans l'industrie. Plus de détails sur le site officiel de l'INSEE. On dit souvent que le début d'année est l'occasion de faire le bilan et d'évoquer les perspectives à venir. La Croix-Rouge monégasque a réuni la presse aujourd'hui pour justement faire le point sur les actions menées en 2023, mais aussi dévoiler ses objectifs pour 2024. Pour en parler ce soir, le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque est en duplex avec nous. Bonsoir Frédéric Platini.
Bonsoir Frédéric Platini. Bonsoir Émilie. 2023 était une année importante pour la Croix-Rouge monégasque puisqu'elle fêtait ses 75 ans d'action, 75 ans de dévouement en principauté, mais aussi au-delà de nos frontières. Oui, tout à fait. Si on regarde l'activité de 2023, au niveau local, on a continué toutes les actions de secourisme, les actions sociales et les actions auprès des personnes âgées et de la jeunesse. Mais vraiment, 2023, ça a été marqué par l'international, par les séismes, par les catastrophes et aussi par les crises qui vraiment augmentent dans le monde actuel. Oui, parce que la Croix-Rouge monégasque répond régulièrement aux appels lancés par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Oui, on a répondu cette année à 24 appels, ce qui est un record. Et on a fait aussi appel à la générosité monégasque, que ce soit pour la Turquie et pour le Maroc. Et on a une nouvelle fois pu bénéficier de la générosité des résidents monégasques. Le mouvement monégasque soutient aussi des projets à travers le monde. Quels sont ceux qui vous ont mobilisé en 2023 ? On reste mobilisé sur je dirais, la zone géographique de compétence de la Croix-Rouge monégasque, ça veut dire l'Afrique de l'Ouest. On reste mobilisé sur le Burkina Faso, c'est un pays qu'on n'abandonnera pas, et une Croix-Rouge qu'on n'abandonnera pas, malgré une situation géopolitique tendue et je dirais des défis additionnels pour nos équipes. Mission de prévention, de solidarité sociale, vos actions vous mobilisent également à Monaco et dans la région. Oui, le service social de la Croix-Rouge monégasque, c'est 500 foyers qui sont aidés tout au long de l'année. Et quand on regarde, c'est à peu près un tiers sur Monaco et les 2 tiers sur les communes limitrophes. Et c'est des gens qui sont aidés, des foyers qui sont aidés pour les ressources, je dirais pour tout ce qui est alimentaire, pour tout ce qui est aussi frais courants, notamment l'énergie, l'électricité qui a augmenté. C'était des foyers qui étaient en difficulté pour arriver à payer des factures. Donc on aide à peu près 500 foyers Monaco et limitrophes. Et plus que jamais, cette mobilisation se poursuit en 2024, Frédéric Platini. En 2024, elle se poursuit. On met vraiment l'accent sur tout ce qui est formation au secourisme. On a formé 5000 personnes l'année dernière. Quand on pense à, je dirais, la population monégasque, c'est un record. Donc on veut continuer sur cette lancée. On a lancé aussi une plateforme pour faire de la formation en ligne. Et donc on invite tous vos téléspectateurs à la consulter et à se former aussi. Et ce qui nous préoccupe, c'est vraiment la recrudescence des crises internationales et c'est également, je dirais, tout ce qui est changement climatique et tous les besoins qui sont présents à travers le monde. 2024 sera aussi une année dense en principauté. 3 Grands Prix à Monaco, la dernière étape du Tour de France aussi. Est-ce que vous serez également mobilisé sur les Jeux Olympiques ? Oui, on sera également mobilisé sur les Jeux Olympiques. On a été sollicité par la Croix-Rouge française qui a besoin de renforts. Donc on est en train de discuter avec eux et de voir sur quel lieu ils vont nous affecter, en espérant être affectés aussi sur la cérémonie d'ouverture avec nos bénévoles. La question de la migration continue aussi de vous mobiliser toujours autant ? Toujours autant, et c'est aussi la thématique de la migration, mais des mineurs isolés. Mineurs isolés en France, aujourd'hui c'est plus de 400 enfants qui sont pris en charge par les autorités françaises. La Croix-Rouge monégasque intervient en appui. C'est un partenariat aussi avec le CHPG pour les soins dentaires. C'est les mineurs filles isolées, on en a 10 aujourd'hui, dont 9 qui sont enceintes et qui ont subi des exactions pendant leur voyage. Donc c'est une thématique forte pour la Croix-Rouge monégasque. Oui, donc toujours des actions sur le plan local, tout en continuant de jouer votre rôle de partenaire international. Merci Frédéric Platini d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup Émilie. L'art en soutien de la protection du sanctuaire Pélagos et de ses habitants. Le Rotary Club de Monaco et le secrétariat permanent de l'accord Pélagos ont installé dernièrement une œuvre monumentale au stade nautique Régnier 3. Réalisée par l'artiste Thomas Monin, elle représente le galbe d'une baleine et s'illumine la nuit. Viola Catani vous en dit plus, elle est au micro de Vanessa Dessy. L'œuvre s'appelle Aurora, donc le titre de l'œuvre est tiré d'un bateau qui a disparu en 1918, a disparu mystérieusement. Et donc l'artiste a repris cette histoire pour créer cette œuvre. Et pour l'artiste, l'œuvre démontre un petit peu donc, les menaces auxquelles les mammifères marins sont confrontés tout le temps dans la Méditerranée, dans le sanctuaire Pélagos, et en particulier aux échouages auxquels surtout les grands mammifères sont confrontés souvent dans la mer Méditerranée. Donc il s'agit d'une
d'une exposition qui a été organisée afin de vulgariser un petit peu ce qu'est l'accord Pélagos et en plus pour sensibiliser le grand public à la préservation de cétacés, des mammifères marins dans le sanctuaire Pélagos. Voilà pour cette œuvre, installée donc au stade nautique Régnier 3. Le saviez-vous, le Rotary Club de Monaco figurait parmi les initiateurs du sanctuaire Pélagos, cette zone qui fait l'objet d'un accord entre la Principauté, l'Italie et la France. Patrick Veil, membre du Rotary Club, revient sur cette implication. Le Rotary est l'initiateur de Pélagos, à savoir dans les années 90. Le Rotary Club, avec l'appui du Rotary de Milan Porta Vercellini ainsi que de Saint-Tropez, avec l'appui aussi du professeur Notarbartolo, qui est un éminent spécialiste en océanologie de l'Institut Tétis de Milan, de créer donc un projet de préservation des mammifères marins dans le triangle corsico-liguro-provençal. Et ce projet a abouti donc en 1999, grâce au prince, son Altesse Sérénissime, le prince Régnier III, à la signature de l'accord Pélagos. Le but du Rotary étant de pérenniser bien sûr cette préservation des mammifères marins, ensuite d'éduquer et de sensibiliser la jeunesse notamment à ces problèmes. C'est ainsi que nous avons mis au point un escape game ainsi que des totems tels que celui que j'ai derrière moi pour vulgariser et avoir un effet ludique et en même temps éducatif. Le Rotary Club de Monaco, grandement impliqué donc dans la préservation du sanctuaire Pélagos, a également mis à disposition de nouveaux outils pédagogiques dans le but de sensibiliser les plus jeunes à l'importance de la biodiversité et de la protection des mammifères marins. La Fondation Princesse Charlène de Monaco s'associe à la Fondation Al Heurter et l'association familiale Pierre de Coubertin pour organiser diverses activités axées sur le sport à destination des enfants en Europe et aux États-Unis. Ce partenariat s'inscrit dans le programme sport et éducation de la Fondation. Dans un communiqué, Son Altesse Sérénissime, la Princesse Charlène, précise que cette alliance constitue une opportunité idéale pour développer les missions prioritaires de sa fondation visant à promouvoir le bien-être et le développement des enfants par le biais de projets éducatifs et d'activités sportives. L'année scolaire n'est pas encore terminée, qu'il est déjà temps pour les élèves de réfléchir à leur orientation. C'est pour cela que le lycée Régnier 3 organisait mardi une journée portes ouvertes, l'opportunité de découvrir la diversité des formations enseignées dans l'établissement. Pour ce faire, des ateliers étaient organisés afin de permettre aux jeunes visiteurs de mieux se projeter. Et ils sont déjà quelques-uns à envisager une poursuite d'études à Monaco, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage d'Alban Gingembre et Lionel Bernardi. C'est sous des regards intrigués qu'élèves et professeurs ont présenté les enseignements du lycée Régnier 3, du secteur industriel au secteur hôtelier en passant par le secteur tertiaire. Le lycée s'est dévoilé à travers plusieurs ateliers. J'ai vu les élèves cuisiner, donc j'ai vu comment s'étaient placées les cuisines, j'ai même vu quelques salles à un moment. En vrai, je trouvais ça assez joli et en vrai, moi, ça m'intéresse un peu. J'ai découvert comment ça se passait à l'intérieur du lycée, découvert aussi ce qui me plaît, la mécanique, tout ce qui est hydraulique, c'est intéressant, quoi. Je viens découvrir la section mécanique parce que ça m'intéresse, les moteurs et tout de voitures. Nous avons certains jeunes qui arrivent ici passionnés déjà à la base, mais d'autres ont véritablement besoin de découvrir non seulement l'établissement mais également les formations pour pouvoir se rendre compte de l'attrait réel de la profession. Il y a une découverte en situation, on va dire, professionnelle, réel. On ne se rend pas compte, vu de l'extérieur, que notre établissement offre véritablement une activité professionnelle dans le cadre de la réalité professionnelle en fait. Et l'excellence monégasque semble attirer par-delà ses frontières. J'aimerais me diriger vers une section hôtellerie, donc pour moi ce lycée c'était la bonne option. Je préfère venir ici qu'en France, bien étudier. Chaque année, près de 150 nouveaux élèves font leur premier pas au lycée Régnier 3. Cela ne vous a pas échappé, nous sommes aujourd'hui le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Cette fête des amoureux est l'occasion pour nous de nous pencher sur cette tendance qui s'est développée avec le temps. Les sites et les applications de rencontres. Il serait plus de 2 millions de visiteurs uniques par jour, selon les derniers chiffres publiés par Médiamétrie. Un quart des Français ont rencontré leur partenaire en ligne en 2022. Pour décrypter cela, nous avons contacté le psychologue Mathieu Auriol. Bonsoir.
Bonsoir. On les a vus fleurir au fil des années avec chacune de leurs particularités. Qu'est-ce que ces rencontres par écran interposées traduisent de notre relation avec l'amour aujourd'hui? Alors, je pense que tout d'abord, les outils, quels qu'ils soient, en fait, ils sont ni bons ni mauvais en tant que tels. C'est en effet qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, ces applications de rencontres, elles peuvent être assez merveilleuses parce qu'elles peuvent permettre à plein de personnes aussi de se rencontrer là où euh, les- le hasard de la vie aurait peut-être pas fait que ces personnes se croisent. Mais en même temps, on peut aussi voir à quel point certaines de ces applications peuvent avoir des effets néfastes, tant sur l'estime de la personne que dans des mécaniques aussi un petit peu addictives. Et donc, dans ce cas-là, en effet, ça peut avoir des conséquences. Donc, c'est vraiment, tout dépend de l'utilisation qu'on va avoir de ces applications-là. Qu'est-ce qui nous amène à les utiliser, ces applications? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. La première, ça va être déjà un effet aussi de mode, c'est-à-dire que c'est une réalité, c'est l'accès à Internet a aussi permis de, de libérer les rencontres et donc aussi d'avoir d'autres espaces que ce qui était plus communément connu jusqu'alors, que ce soit les bars, les boîtes de nuit, etc. Donc ça, il y a déjà ce premier aspect-là, mais ensuite, je pense que c'est peut-être la facilité d'accès et aussi le fait que pour bon nombre de personnes, peut-être que ça permet aussi d'éviter des rejets ou des situations peut-être difficiles parce qu'on sait que les personnes qui vont être sur ces applications sont aussi peut-être dans la même dynamique. Alors après, ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Il y a des applications qui vont peut-être euh, préciser ce type de relations, si c'est plutôt des relations sérieuses, des relations amicales, des relations amoureuses, bref. Donc, je pense qu'il y a aussi vraiment cette facilité-là et que cet outil numérique permet à bon nombre de personnes d'éviter peut-être ce qu'on appelait de se prendre un râteau, etc., parce qu'on ne sait pas si la personne qu'on rencontre à tel ou tel endroit est dans cette même dynamique. Et donc, ça peut aussi faciliter le lien et éviter peut-être aussi pour certaines personnes une certaine anxiété de le rencontrer, d'éviter le rejet. Bah, ça n'empêche pas non plus de se prendre un râteau par écran interposé. Est-ce que ces applications peuvent avoir un impact sur notre santé mentale, sur notre confiance en soi? Tout à l'heure, vous évoquiez un petit peu les effets néfastes que ça peut avoir. C'est vrai que ce type d'application, à la fois, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça peut avoir un effet positif, c'est-à-dire que pour certaines personnes qui peuvent avoir une mésestime d'eux, ça peut entre guillemets, les renarcissiser, de se dire, tiens, je plais, etc. À l'inverse, ça peut aussi avoir l'effet contraire qui est de se dire, tiens, je sais pas, j'ai matché avec telle ou telle personne qui me plaît vraiment, et puis j'ai pas de retour, ou la personne ne me répond plus. Et donc, ça peut amener la personne vraiment à être dans un questionnement d'elle-même, de se dire, tiens, est-ce que c'est pas parce que j'ai dit quelque chose? Et donc là, en effet, ça peut au contraire abîmer l'estime de soi, voire, c'est ce dont on se disait un petit peu plus tôt, c'est de se dire, ces applications-là, elles ont aussi, qu'on le veuille ou non, un intérêt pour elles, c'est-à-dire que les gens soient constamment sur ces applications, donc il peut y avoir aussi une sorte d'addiction qui se fait à ça, notamment parce que peut y avoir le jeu de la séduction qui plaît, mais aussi où on peut être dans un mouvement un peu compulsif. Et ça, c'est vrai que euh, certaines générations aussi, ou les dernières générations qui sont très en lien avec ce type d'application, peuvent être dans un accès facile, un petit peu presque de la relation un peu jetable, et où parfois ça peut créer aussi des difficultés relationnelles, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Plus globalement, Mathieu Auriol, nous évoquons avec vous donc cette fête des amoureux. Comment ne pas vivre la Saint-Valentin comme une pression? Je pense sincèrement que ce type de célébration-là, c'est avant tout pour essayer de revenir un petit peu à l'essentiel. C'est de se dire, euh, à la fois avec son ou sa partenaire, de se dire, tiens, euh, de faire un petit peu le bilan sur la relation, non pas euh, pour voir l'aspect négatif de la chose, mais au contraire pour se dire, tiens, qu'est-ce qui nous plaît, nous revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à ce qui est vraiment existentiel pour nous, de qu'est-ce qui nous fait vivre cela, et donc de pouvoir un peu célébrer ça, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, que dans toute relation, il y a des hauts et des bas, et c'est important aussi de pouvoir se fixer des moments pour justement faire le point et valoriser
ce qui justement nous tient à cœur, ce qui fait que nous sommes dans cette relation-là, et aussi de pouvoir aborder les choses qui tiennent. Là-dessus, on a peut-être à travailler parce que parfois on ne sait pas parler comme on voudrait ou on s'est créé des conflits là où on n'en avait pas. Donc vraiment, ça peut être le moment aussi de célébrer l'union que l'on compose, de célébrer cette affection que l'on porte l'un à l'autre. Et évidemment, c'est bien de le célébrer au jour le jour plutôt que simplement un jour par an. Merci infiniment Mathieu Auriol d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info en ce 14 février. Merci. Merci à vous. Il est l'heure de votre rubrique Ceux qui font Monaco régulièrement. Christine Datomel met en valeur les restaurants, les artisans, les commerçants qui participent au rayonnement de la principauté. Ce soir, Christinda, vous allez nous faire rêver avec des robes d'exception. Oui, aujourd'hui, je vous propose de vivre un véritable conte de fées qui n'a pas rêvé un jour d'être Cendrillon. Pour cela, nous nous rendons chez Organza. Cette histoire a débuté par en fait une transmission, puisque c'est ma mère qui restaurait des robes du soir et qui organisait des défilés au sein de la famille pour mettre en valeur ces anciennes robes qu'elle restructurait. Quand on vient chez vous, on a l'impression de rentrer un petit peu dans un conte de fées. Qu'est-ce qu'on peut retrouver exactement? Beaucoup de robes du soir, de robes de cocktail. On habille également les hommes en smoking, en jaquette, pour les soirées ou pour les mariages. Pendant de nombreuses années, nous avons fait la location, mais maintenant c'est uniquement à la vente avec des prix très bas pour pouvoir changer, pour pouvoir faire plaisir. Au niveau des robes du soir, c'est uniquement des essayages de créateurs que je suis allée trouver dans différentes capitales européennes. Et sinon, pour les robes de mariée, ce sont des robes soit de créateurs, on a plusieurs possibilités, soit c'est la mariée qui crée le prototype de sa robe en 1 heure. Nous avons créé différents modules, des jupes, des tops, des bretelles, des manches. Et en 1 heure, on aide la mariée à créer la robe de ses rêves, une robe personnalisée et une robe créée par elle-même et par sa maman ou ses sœurs qui sont là le jour J. Créer sa propre robe de mariée, ça vous est venu comment cette idée? Pour pouvoir se différencier un petit peu de tout ce qui existe, être différent, faire des propositions à des prix très intéressants et pouvoir être unique. Alors ça n'existe pas ce concept, ailleurs on le retrouve que chez vous? Oui, qu'ici, parce que déjà il faut savoir coudre, il faut savoir créer, il faut savoir donner des conseils, il faut savoir créer tous les modules, les jupes, les hauts, les manches, les ceintures, les bretelles, pour pouvoir proposer à la future mariée de créer avec elle, de l'inspirer pour qu'elle crée la robe de ses rêves. Et avec un budget bien défini? Oui, son budget. Elle nous donne son budget, elle nous donne des photos des modèles qu'elle aime, on en parle, on a un entretien, on se connaît et après, elle crée avec notre aide. Pour ma part, j'ai trouvé ma robe, j'attends maintenant mon prince. Sinon, sachez que la boutique Organza travaille en collaboration avec d'autres boutiques de la Principauté comme Maison Noire, Le Champagne Comte de Monte-Carlo ou encore 6 Monaco et Monaco Élégance. Et en espérant que votre message ait été entendu, Christinda, rejoignons Frédéric et Lyon à présent pour vos prévisions météo. Bonsoir Frédéric, quel temps est-il prévu jeudi? Une journée maussade, Émilie, avec quelques éclaircies et surtout un ciel bien couvert tout au long de la journée, surtout l'après-midi. Les températures seront comprises entre 9 et 13 degrés avec un léger vent. Jeudi 15 février, ce sera la Saint-Claude. Oui, il se dit que nous fêterons également les Claudines demain. Merci Frédéric et merci à vous de nous avoir suivis. On referme ce journal avec une petite dose d'amour qui vous est offerte par les photographes de la direction de la communication en ce jour de la Saint-Valentin. Passez une très belle soirée et à demain, 19h pour votre JT sur Monaco Info.